Bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour plonger au cœur d'une zone de haute tension diplomatique, les Nations Unies. Un lieu où chaque geste, chaque mot est pesé. Absolument. Et récemment, un incident particulier a, disons, cristallisé les tensions autour d'une question ancienne, épineuse, celle du Sahara occidental. Oui, une affaire de carte géographique, figurez-vous, qui a mis face à face le Maroc et l'Algérie sous l'œil, on l'imagine, très attentif de la communauté internationale. On va essayer de décrypter ça. Une affaire de carte, oui. Mais vous savez, en diplomatie, une carte, ce n'est jamais juste une carte. C'est bien ce qui rend la chose intéressante. Derrière ce qui pourrait sembler technique, on sent poindre les ambitions, les stratégies, peut-être même, oui, une certaine fébrilité, non ? C'est toute la question. Est-ce qu'on est face à une simple péripétie, protocolaire, ou est-ce que ça révèle quelque chose de plus profond, un mouvement tectonique, si vous voulez, dans la région ? Posons le décor. L'initiative vient donc du Maroc, de son représentant permanent à l'ONU, Omar Hilal. Oui, une démarche directe. Il demande formellement aux services compétents de l'ONU de redessiner la carte officielle du Maroc. Pour y inclure quoi ? Le Sahara occidental. Carrément. Voilà. Et c'est là que ça devient problématique, disons. Parce qu'on parle d'un territoire qui, pour l'ONU elle-même, a un statut très clair. Lequel, rappelez-le-nous ? Territoire non autonome. C'est-à-dire, en clair, un territoire en attente de décolonisation dont le peuple n'a pas encore exercé son droit à l'autodétermination. Et c'est l'ONU qui supervise ce processus inachevé. Donc demander à cette même ONU de l'intégrer au Maroc sur une carte. C'est pour le moins audacieux. Ça va à l'encontre des décennies de résolutions du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, toutes ces résolutions qui parlent d'autodétermination. Alors pourquoi ? Pourquoi cette tentative et pourquoi maintenant ? C'est quoi la logique derrière ce coup d'éclat ? Ah, bonne question. Plusieurs lectures possibles sans doute. L'audace d'abord. Une sorte de politique du fait accompli symbolique, gravée dans le marbre onusien une souveraineté que le droit international, lui, conteste toujours. Une façon de forcer la main ? Peut-être. Et puis le timing, oui. Est-ce que c'est une démonstration de force parce que le Maroc se sent, disons, pousser des ailes avec certains soutiens internationaux récents ? Ou l'inverse ? Un signe de nervosité face à un dossier qui s'enlise ? Une fuite en avant ? C'est l'autre hypothèse, oui. Face à la résistance du Polisario, de ses soutiens, c'est difficile à dire avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que dans les couloirs de l'ONU, à New York, ça a créé une onde de choc apparemment, une stupeur. Stupeur ou incrédulité, oui. Comme si on pouvait nier une réalité juridique complexe d'un simple trait de plume administratif. C'est ignorer la sensibilité extrême du dossier. Ou alors c'était un pari. Tester la vigilance, voir jusqu'où on peut aller, créer un précédent, même symbolique. C'est possible. Mais un pari risqué, parce que si ça échoue, le retour de bâton peut être cinglant. Et il n'est pas pardé d'ailleurs. Justement, la réplique algérienne, rapide, structurée, portée par l'ambassadeur Omar Benjamin. Ah oui, la réponse algérienne, très juridique, très gardienne du temple. C'est l'image qui est donnée, la posture du défenseur du droit international, de la Charte des Nations Unies, la rigueur juridique face à ce qui est présenté comme une aventure. L'argumentaire était solide, il faut le reconnaître. Rappel des fondamentaux, autodétermination des peuples, respect des frontières héritées de la colonisation. La primauté des résolutions de l'ONU sur ce dossier précis, le rôle du comité de décolonisation, bref, tout l'arsenal juridique a été déployé. Pour contrer la tentative marocaine, oui. Mais soyons un peu moins angéliques. C'est-à-dire ? Cette défense des principes, aussi juste soit-elle sur le plan juridique, n'est-ce pas aussi une formidable occasion politique pour Alger ? Une occasion de quoi ? D'isoler le rival marocain. Exactement. Se draper dans la légalité internationale pour mieux pointer du doigt le voisin. Montrer qui respecte les règles du jeu et qui, selon Alger, essaye de les contourer. Cette bonne guerre diplomatique en quelque sorte. C'est toute l'ambiguïté, oui. Les analyses qui ont suivi insistent beaucoup sur ce contraste. D'un côté, l'Algérie digne et cohérente. De l'autre, le Maroc accusé de double discours. C'est un narratif puissant. Et l'intervention algérienne, décrite comme ayant eu l'effet d'un coup de tonnerre, a visiblement réussi à imposer ce cadre de lecture. Recadrer le débat donc. Pas juste un différend bilatéral, mais une question de principe international. C'est très habile. Ça universalise l'enjeu. Et ça marque des points bien au-delà du Maghreb. Ça devient un cas d'école sur le respect du droit.
Et ce recadrage, il a dû être observé de très près par les grandes puissances, non? Washington, Paris, Moscou, Pékin. Oh que oui. Rien ne leur échappe sur ce dossier. Le Sahara occidental, ce n'est pas juste du sable. Non, il y a les ressources potentielles, les phosphates, peut-être du gaz ou du pétrole offshore. Il y a la façade atlantique, stratégique. C'est un pion dans l'équilibre régional en Afrique du Nord. Et puis, il y a l'impact sur la stabilité du Sahel, juste au sud. Et chaque grande puissance a ses propres intérêts, ses alliances, sa lecture. Paris et ses liens historiques compliqués avec les deux pays. Washington, qui a reconnu la souveraineté marocaine sous Trump, mais dont la position actuelle semble plus nuancée, disons. Moscou, proche d'Alger. Pékin, qui avance ses pions économiques partout. Comment ils naviguent là-dedans? C'est toute la question, hein. Derrière les déclarations de soutien au processus de l'ONU, quels sont les vrais calculs? Leur silence relatif sur cet incident précis, qu'est-ce qu'il veut dire? Embarras? Prudence? Ou alors, le droit international, finalement, ça pèse quoi face aux intérêts stratégiques, énergétiques, sécuritaires? On peut se poser la question, sérieusement. Le droit, c'est souvent l'arme disons, de ceux qui n'ont pas forcément la force brute pour eux, ou un outil qu'on utilise quand ça arrange. La réelle politique, elle, a la peau dure. Donc, quand l'Algérie se pose en rempart de la légalité, c'est aussi un message envoyé à ses capitales, un rappel à l'ordre. C'est une lecture possible, oui. Un rappel que piétiner les principes peut avoir un coût à long terme. Reste à savoir si le message est vraiment entendu dans le contexte actuel. Revenons à l'incident lui-même. Le dénouement. La demande marocaine de modification de la carte a été rejetée, sans ambiguïté, par les services compétents de l'ONU. Le secrétariat a rappelé qu'il ne changeait pas les cartes sans directive des organes politiques, comme l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité, ce qui n'était évidemment pas le cas. Logique, prévisible, dites-vous. Mais ce rejet a quand même une portée symbolique forte, non? Absolument. Il réaffirme que le statut du territoire ne peut pas être changé unilatéralement, même pas sur une carte au siège de l'ONU. C'est présenté comme une victoire de la réalité juridique sur la diplomatie du spectacle. Et puis, il y a cette image, rapportée, vraie ou un peu arrangée, on ne sait pas, de l'ambassadeur marocain quittant la salle, isolé. L'isolement. En diplomatie, c'est un mot qui pèse lourd. Est-ce une simple défaite tactique ou est-ce que ça marque un coup d'arrêt plus sérieux pour la stratégie marocaine de normalisation ? Difficile à dire. Très difficile. Mais symboliquement, ça marque les esprits. Ça rappelle que, malgré certains succès, comme la reconnaissance américaine, le dossier reste une épine majeure pour Rabat au niveau multilatéral. Et inversement, l'Algérie sort comment de cet épisode? Renforcée. C'est l'image qui prévaut dans les analyses, oui? Renforcée dans son rôle autoproclamé de pilier de la légitimité, de défenseur du droit. Une posture qui sert aussi ses intérêts stratégiques, bien sûr. Évidemment, le soutien au Polisario reste une constante. Mais dans cette bataille de perception, disons qu'Alger a marqué un point. Est-ce que ça changera la donne sur le fond? C'est une autre histoire. Ce qui est sûr, c'est que cet épisode va bien au-delà de l'anecdote cartographique. Il est vu comme un révélateur des lignes de force actuelles. Ligne de force d'un monde en mutation. C'est une belle formule. Presque prophétique. Elle oppose en fait deux approches. Les illusions du royaume marocain d'un côté. La tentative de forcer le destin par des coups d'éclat. Voilà. Et de l'autre, la constance algérienne, basée sur le droit, le temps long. C'est une vision un peu binaire, non ? Oui, assez tranchée. L'analyse va même jusqu'à dire que l'histoire a choisi son camp. C'est fort comme affirmation. Ah oui, c'est très fort. L'histoire a choisi son camp. Vraiment. L'histoire, elle est rarement aussi simple. Elle a tendance à zigzaguer, disons. Et elle est souvent réécrite. Précisément. Affirmer ça aujourd'hui, sur la base de cet incident, même s'il est significatif, c'est peut-être s'avancer un peu vite, non ? Le jeu est tellement plus complexe. Alliance, pression économique, rapport de force. La vérité juridique de l'ONU face à la réalité du terrain, aux ambitions. C'est ça. Est-ce que cette vérité juridique est si solide, ou est-ce qu'elle n'est pas, elle aussi, un récit, une arme dans une guerre de narrative où chacun essaie d'imposer sa version? Question redoutable. Ce qui est indéniable, c'est que ça a ravivé l'attention sur ce conflit gelé et sur les stratégies opposées des deux voisins. D'un côté, cette tentative sur la carte, perçue comme une provocation ou un signe de faiblesse, c'est selon. De l'autre, la contre-offensive au nom du droit international. Et au milieu, l'ONU qui maintient le statu quo juridique sur ce point précis, avec des échos bien au-delà de la région. Rappelons que le Sahara occidental reste un point chaud potentiel. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière interrogation,
plus fondamentale. Laquelle? Si une simple carte, un dessin, peut cristalliser autant de passion, de stratégie, de tension au plus haut niveau, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature même des frontières aujourd'hui? Pas seulement les lignes sur le papier. Non, pas seulement. Mais aussi des frontières beaucoup plus floues entre le droit et la force, entre la légitimité qu'on revendique et le pouvoir qu'on exerce, entre la vérité qu'on proclame et la perception qu'on essaye de façonner. Dans ce jeu d'ombre et de lumière de la géopolitique, où est la véritable solidité finalement? Vaste question. Une interrogation qui sans doute continuera de planer sur les relations internationales bien après cet incident précis.